L'invité de la matinale sur NC Première. Et au lendemain du retour au pays du tirailleur kanak Kalepo Wabet, Thierry évoque ce matin avec notre invité Sylvette Boyer, docteur en histoire, l'engagement des Calédoniens durant la Première Guerre mondiale. Thierry Belmont. Bonjour Sylvette Boyer. Bonjour. C'était jeudi dernier, un après-midi en métropole. Le corps du tirailleur kanak a été exhumé de la nécropole nationale de la Désolation à Flavigny, dans le nord de la France. Kalepo est arrivé la nuit dernière en Nouvelle-Calédonie. Ce retour au pays, pourquoi revêt-il une importance particulière ? Alors, premièrement parce que c'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale qui est mort au combat à Vélez-Caumont. Ensuite, de manière symbolique, on peut dire c'était un tirailleur kanak. Or, les 16 corps qui ont été rapatriés après la guerre étaient des corps de soldats citoyens français. Il n'y a eu qu'un seul tirailleur rapatrié en 2006 qui était Sayéné, un homme de Lifou. C'est pour ça d'ailleurs que l'on dit Kalepo, mais que l'on ne prononce pas son nom de famille, Wabet. Absolument, parce que les tirailleurs s'étaient engagés uniquement sur un prénom, la plupart du temps un prénom chrétien, mais aussi parfois sur un surnom, voire des noms qui ont une signification parfois dans la langue, mais pas toujours non plus. Oui, important aussi parce que sa famille, réclame le retour de ce corps depuis de nombreuses années. Oui, depuis une vingtaine d'années, voire peut-être plus, les frères Wabet se sont unis. Ils ont même fondé une association pour tenter de faire revenir le corps de celui qu'ils appellent leur grand-père, qui est simplement leur grand-oncle, biologiquement parlant, puisque ce tirailleur n'a pas eu de descendance. Oui, il y avait beaucoup d'émotions dans cette commune du nord de la France. Un ancien combattant disait qu'il n'avait jamais vu autant de monde venu rendre hommage à un soldat, un combattant du bout du monde. C'est ce qu'il racontait. C'est un hommage qui sert maintenant à dire l'histoire, à raconter l'histoire. Absolument. Pendant très très longtemps, on a un petit peu occulté la place qu'avaient pris les soldats des colonies. D'ailleurs, pas seulement les soldats noirs, je vais dire, mais dans leur ensemble. Et puis, il y a eu un mouvement depuis quelques années où la France rend hommage à tous ceux qui l'ont aidé, et parmi eux, bien sûr, les tirailleurs kanak. Oui, cette histoire justement. Kalepo, il avait 29 ans lors de sa mort. Il était originaire de Tiga. Il est tombé lors de la bataille de Vélez-Caumont le 25 octobre 1918, quelques jours avant la fin des combats. C'était une bataille particulièrement meurtrière. Oui, absolument. Parce que vous savez que la Première Guerre mondiale a eu certaines phases dans les combats. Et là, nous sommes vraiment dans, on peut dire, l'arrière-garde des combats. On est sur une ligne qui s'appelle la ligne Hindenburg. Et dans cette portion-là, à Vélez-Caumont, il s'agit on appelle ça la ligne Hunding, c'est-à-dire du nom du général allemand. Et cette ligne, elle a été prise par les Allemands entre décembre 14 et juin 1915, et elle n'a jamais été reprise par les Français. C'est donc la première fois que des Français vont aller combattre contre les Allemands dans cette portion-là de territoire. Et c'est un endroit extrêmement bien placé pour celui qui veut tenir cet emplacement, puisque c'est au-dessus d'une falaise. Des blocos ont été construits donc depuis plusieurs années. Les Allemands sont extrêmement bien armés, des mitrailleuses, des canons, des armes de toutes sortes. Et lorsque le bataillon du Pacifique va aller tenter de prendre cette place-là, eh bien les soldats vont se trouver face à des tirs de mitrailleuses, à des bombardements, à des conditions qui sont vraiment très très difficile. Oui, le soldat Kalepo Wabet, on peut dire son nom de famille maintenant, il faisait donc partie de ce bataillon du Pacifique, un bataillon qui regroupait seulement des tirailleurs kanak, ou il y avait d'autres soldats issus de l'Océanie. Alors, au moment de sa mort, le bataillon du Pacifique réunit 2 compagnies de tirailleurs kanak, 2 compagnies de tirailleurs tahitiens, une compagnie qui est mixte, avec des créoles de Nouvelle-Calédonie. Les créoles de Nouvelle-Calédonie, c'est le nom que l'armée donne aux jeunes citoyens français nés dans la colonie.
Donc, ils sont là avec également une compagnie d'artillerie. Oui. On connaissait déjà les tirailleurs sénégalais, on en a beaucoup parlé dans l'histoire. C'est le même genre de décret militaire qui a permis le recrutement de tirailleurs kanaks ? Alors tout à fait, parce que il n'y a jamais eu véritablement de loi ou de décret spécifiquement dédié aux Kanaks. À chaque fois, la loi qui est prise, le décret qui est pris, parfois même l'arrêté est pris en fonction d'un décret, d'une loi qui a été pris pour les Sénégalais. Oui, ces tirailleurs, ils ne font pas former d'unités constituées, ils seront utilisés comme, on dit souvent, troupes supplétives, des troupes qui vont être là pour être là en cas de besoin, quoi. C'est ça. Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire que le bataillon du Pacifique, tout au début d'ailleurs, le bataillon du Pacifique est destiné à rendre service. Ce sont des ouvriers. Ils ne sont pas des soldats destinés à aller sur le front. Mais en réalité, dans l'année 1916, 1915, même avant, il y a eu énormément de pertes. Donc, on a besoin de soldats sur le front. Les tirailleurs kanaks sont là, ils sont prêts. Et donc, ils montent au front comme les autres. Oui, on se demande quand même comment l'armée française est venue recruter ces hommes du bout du monde, comme le disait cet ancien combattant que je citais tout à l'heure. Oui, surtout, d'autant plus qu'au début de la guerre, quelques textes parlent des Océaniens dans leur ensemble. Et les Océaniens ont une réputation extrêmement mauvaise dans l'armée. On dit qu'ils sont paresseux, on dit qu'ils sont alcooliques, on dit qu'ils sont atteints de tas de maladies, etc. Donc, on ne s'intéresse pas à eux. Et puis, simplement, les déplacer depuis l'Océanie jusqu'en métropole coûterait excessivement cher. Alors pourquoi ? Mais à partir du moment où on a besoin du moindre homme en bonne santé et capable de travailler, eh bien, on va appeler. Moi, j'ai travaillé dans les archives de l'Assemblée nationale, puisque c'est le Parlement qui prend ces décisions-là. Et assez souvent, on voit inscrit il faut l'égalité entre les hommes de la métropole et les hommes des colonies. Oui, et une fois sur place, il fallait bien motiver ces hommes. Alors j'ai lu sur le site internet de la Mission du Centenaire, c'est un site qui raconte un petit peu leur périple. Les sous-officiers les abreuvent d'alcool pour leur donner du courage, une fois sur place. Oui, ça c'est un petit peu exagéré quand même. Ah, c'est ce qui est écrit. Parce que abreuver les gens d'alcool, il faudrait d'abord des stocks sans doute très très importants. Je pense aussi, alors c'est peut-être une illusion, mais je pense que les tirailleurs kanaks n'ont pas besoin d'être soutenus à ce point-là par de l'alcool. Ils ont besoin d'être soutenus par quoi alors ? Mais ils sont extrêmement bien encadrés par leur pasteur ou leur catéchiste. Ce sont des gens qui croient en Dieu, qui sont venus... alors, on a beau dire que parfois qu'ils ont été forcés pour le recrutement, mais la plupart sont venus d'une manière tout à fait volontaire pour justement défendre la France. En plus de ça, à partir du moment où ils arrivent, la première année sur la Côte d'Azur, où ils sont des ouvriers, ils vont acquérir une réputation extrêmement bonne parce qu'ils sont obéissants, ils sont travailleurs, ils sont capables de faire des tâches très très lourdes que ne peuvent pas faire ou que ne veulent pas faire justement les tirailleurs sénégalais ou les autres. Et cette bonne réputation fait qu'ils ont de bons repas. Ils ont absolument tout ce qu'il leur faut. Mais bien sûr, l'alcool, il y en a aussi sur le front. Oui, ils n'étaient pas abreuvés d'alcool comme vous dites, mais en tout cas ils étaient galvanisés, notamment par les prêches des ministres indigènes des cultes, que ce soit protestants ou catholiques. C'est-à-dire quoi ? C'était des hommes des religieux qui étaient là pendant sur le front également. Mais c'est ce qu'on appelle des diacres aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est pas un prêtre, c'est quelqu'un qui est là pour conduire les prières. Alors, il y en a par petits groupes, protestants ou catholiques, mais il ne faut pas oublier non plus l'importance des chefs ou des fils de chefs qui sont partis à la guerre et qui, eux, galvanisent leurs troupes à l'aide de discours, comme par exemple un discours que le chef Mindia va répéter maintes fois quand il est sur le front, parce que c'est un discours qui avait été émis au moment de la révolte de 1878
pour galvaniser les supplétifs qui venaient aider les troupes françaises à vaincre la révolte de 1878 sur la Grande Terre en Calédonie. Oui, on continue à parler du pourquoi de l'enthousiasme des tirailleurs kanaks dans cette guerre 14-18. On se retrouve dans un instant. Sylvette Boyer.